Tu laisses ça comme ça. Voilà, on montre à tout le monde. Regarde, dégueulasse. Tu vois, des morceaux de poisson pourri dans une boîte en alu. Je savais bien que j'allais trouver quelque chose là-dedans. Tu sais que c'est cancérigène, l'aluminium, comme ça, de laisser comme ça dans le frigo, que ça peut t'apporter des bactéries, que tu peux être malade. Est-ce que tu le sais? Les conseils de Mamie Josette. Exactement. Celle que Dylan appelle affectueusement Mamie Josette, c'est Céline, éducatrice spécialisée, salariée ici au refuge Marseille depuis 2 ans. Le refuge est une association nationale qui héberge et accompagne partout en France les jeunes homosexuels âgés de 18 à 25 ans, rejetés par leur famille. Tous les jeunes qui sont accueillis ici, ils ont été victimes d'homophobie, soit de par leur famille, soit par leur entourage, soit par leurs voisins, soit par leurs camarades de classe pour certains, soit dans leur milieu professionnel. L'hébergement, c'est de la mise à l'abri temporaire, le temps de trouver quelque chose qui soit plus stable. Il faut que ça suive après au niveau de l'accompagnement. On ne peut pas faire exclusivement de l'hébergement sans finalement... sinon on s'appellerait hôtel, on s'appellerait plus le refuge. Alors Dylan, vous avez vu que j'ai pas eu grand chose à dire à part voilà, quelques trucs à reprendre, des choses de la vie quotidienne. Hein. Mais c'est vrai que pour d'autres jeunes qui sortent à peine du domicile familial, ils savent pas repasser une chemise, ils savent pas comment on range un frigo, ils connaissent pas les mesures d'hygiène élémentaires. Et du coup, mon travail, c'est aussi de les aider à se construire de ce côté-là et de leur apprendre à vivre. Le but, c'est qu'ils puissent vivre en autonomie, seuls, avoir leur propre appartement. Donc si je peux leur donner quelques conseils qui pourront leur servir plus tard, ça serait l'idéal. À 1000 km de là, au refuge de Lille, on retrouve les mêmes préoccupations. Comme dans toutes les antennes du refuge, les jeunes accueillis ici doivent se plier à des règles de vie acceptées par contrat le jour de leur arrivée, et notamment le réveil matinal obligatoire. Tous les matins à 9 h, Jean-Baptiste, éducateur spécialisé au refuge de Lille, se rend donc à l'appartement pour s'assurer que cette règle, entre autres, est bien respectée. Oui, ça va. Manu ? Il a l'air de se lever. Mais attends, on va passer. Mais t'es rentré à quelle heure hier? Bah, moi je suis resté ici, hein. Non mais après t'as bossé ou quoi? Ouais. Bon, allez, réveille-toi, je te laisse 5 minutes. Ma mission principale, moi, c'est l'accompagnement des jeunes. Donc ça, ce que j'appelle le suivi éducatif, ça me prend 50% de mon temps, au moins. Ça commence le matin par aller à l'appartement pour faire le check-up de l'appartement. Si c'est pas propre, je les aide à nettoyer, ou alors je leur montre comment on nettoie aussi. Et après, on passe un petit temps informel autour de la table, on boit un café, où les jeunes finissent de déjeuner, et là, on fait le point sur la journée, savoir quelles démarches ils doivent faire, et là où je dois les accompagner. On avait parlé au truc transfert. Ouais. Il ne faut pas se le cacher, il y a des moments aussi de tension avec les jeunes, et parfois le jeune s'en va du jour au lendemain sans nous dire pourquoi, et on arrive à l'appartement et le jeune est parti avec sa valise. Et là, pour moi, c'est difficile parce que je me remets en question, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce qu'on a mal fait pour que le jeune parte? Parfois, c'est l'inverse. Après plusieurs avertissements, un jeune peut exceptionnellement être sanctionné pour non-respect des règles de vie en communauté. Ce matin-là, Jean-Baptiste informe Laurent, le responsable de la délégation de Lille, de l'exclusion définitive du jeune Romain. J'ai proposé mon aide, mais il n'a pas voulu. Il a dit qu'il allait appeler un taxi. Malheureusement, il ne s'est pas plié aux règles dès les premiers jours, en fait. Non-respect des règles élémentaires de vie en colocation avec les jeunes, des respects des horaires, du règlement intérieur. Enfin, ça a été une explosion de non-respect dès les premières heures. Fumer, se droguer, enfin, toutes ces choses qu'il ne peut pas faire dans l'appartement. Il y avait aussi du non-respect par rapport au nettoyage de l'appartement, c'était très très sale. Le non-respect des heures de retour à l'appartement, par exemple. On a préféré mettre court tout de suite à ça, parce qu'il y avait déjà, dès les premières heures, un non-respect du protocole qu'on avait mis en place avec lui. Pendant ce temps-là, à Marseille, Dylan s'est rendu comme tous les matins au local du refuge pour ce qu'on appelle le point des marches. C'est obligatoire pour la centaine de jeunes hébergés, mais aussi pour les quelques 800 accueillis et accompagnés au quotidien dans toute la France, et que le refuge aide aussi bien à refaire des papiers d'identité qu'à se réinscrire à l'école ou chercher un travail. On remplit le journal de bord
de Dylan, ce qui nous permet à nous, et puis surtout à lui, de savoir où il en est au niveau de ses démarches par rapport à ses objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints ou pas? Qu'est-ce qu'il lui reste à travailler au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau des études, au niveau de l'administratif. Voilà, on travaille sur son projet là, vraiment. Et ça, c'est un journal qui remplit tous les matins au point de démarche au local. Si tu étais tout seul, par exemple, est-ce que tu ferais ça? Non. Ah bah non. Non, je serais dans mon lit. Je m'en suis aperçu vers mes 10 ans que j'ai été homosexuel parce que je suis tombé amoureux d'un copain à moi. Donc mon père, quand il l'a su, il m'a menacé, il m'a insulté, il m'a fait des menaces, enfin, tout. Voilà quoi. Et puis après, il m'a un peu laissé tomber. Je me suis retrouvé à la rue à 18 ans. Je me suis retrouvé à la rue pendant 3 mois. Comment on vit dans la rue pendant 3 mois? On vagabonde à droite, à gauche. Toute la journée, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va dormir? Et au bout de 3 mois dehors, j'ai passé une soirée chez une personne qui m'a parlé du refuge. Et je lui ai demandé ce que c'était exactement, et puis il m'a répondu. Et là, je me suis dit, demain matin, je me réveille et puis je vais au refuge. Ma première rencontre avec Céline, donc on a parlé de ce que je voulais faire, de tout ce qui était problème de santé, tout ça. Et puis elle m'a dit quelque chose qui m'a redonné un second souffle en fait. Elle m'a dit, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, moi, mon rêve, ce serait de reprendre mes études en mode parce que je veux devenir styliste. Et puis là, elle a fait, voilà, maintenant on y va. Et là, on s'est lancé directement. Elle a commencé à appeler mon lycée, tout ça. Elle a pris des rendez-vous. Et ça a été, on va dire, un peu le coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne me dise, oui, tu vas reprendre tes études. Si c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu feras. La plupart des jeunes n'ont pas de ressources et ne pourraient pas se nourrir sans l'aide d'associations partenaires. À Lille, Jean-Baptiste se rend chaque semaine au Resto du Cœur avec les jeunes hébergés et ses 2 stagiaires. Les jeunes viennent chercher les denrées alimentaires avec moi puisque je veux vraiment impliquer au maximum le jeune dans son parcours au refuge et qu'il accède à l'autonomie. Donc, comme n'importe quelle personne qui doit aller faire ses courses ou faire son marché, il vient avec moi chercher les denrées alimentaires et il peut en plus choisir ce qu'il veut au Resto du Cœur. On vient chercher le colis pour la semaine. Alors, à l'arrivage. On a pizza. Ah, pizza, génial. Manu, tu vas adorer les pizzas, ouais. Oui, une chacune. Ouais. Hop. C'est beaucoup moins lourd. C'est des jeunes du refuge avec qui les restos ont fait un partenariat sur des actions sur l'île. Et donc les jeunes viennent à la fois chercher ce dont ils ont droit, mais en plus donner un coup de main aux bénévoles du centre, ce qui est vraiment bien. C'est dans les 2 sens en fait. Et donc ça va dans les 2 sens. Nous on les aide et eux viennent aider les restos. C'est ce qu'on appelle le partenariat intelligent. Je voulais montrer aux jeunes que c'était pas gratuit et que dans la vie tout ne tombait pas comme ça et que nous aussi et eux aussi peuvent être utiles à aider les autres. Donc régulièrement, on va donner un coup de main au Resto du Cœur pour faire la distribution des denrées alimentaires. Mais la matinée n'est pas terminée. Après les Restos du Cœur, direction le supermarché pour une nouvelle leçon. On reçoit beaucoup de denrées alimentaires avec les Restos du Cœur, mais parfois il manque des apports en protéines ou tout ce qui touche l'hygiène corporelle, tout ce qui est gel douche, shampoing, tout ça, on n'a pas avec les Restos du Cœur. Au magasin, je leur apprends à faire leurs courses, puisque toujours ce qu'on vise, nous, c'est l'autonomie. Donc c'est comment il va pouvoir se débrouiller seul plus tard, quand il aura quitté le refuge. Les poires, les BO poires. Ouais. D'autres disent que c'est un légume, c'est toujours la grande question, mais normalement c'est un peu comme la tomate ronde. On part avec un petit budget d'une 20aine d'euros, c'est à peu près 10 € par jeune par semaine, donc après ils doivent compter le budget quand on passe à la caisse. Ils n'ont pas appris à le faire forcément avant avec leurs parents ou dans les foyers où ils étaient, parce que parfois c'était des menus qui tout arrivaient dans les foyers, où ils ont connu la rue, du coup ils mangeaient malheureusement ce qu'ils trouvaient. Donc c'est un réel apprentissage. Retour à Marseille où Christophe, le responsable de la délégation,
a réuni Céline, mais aussi 2 bénévoles, Sébastien et Marion, et bien sûr Angela, la psychologue, elle aussi très impliquée. Moi, je viens ici tous les 15 jours pour participer aux réunions, en fait. Mais sinon, les jeunes, ils viennent dans mon cabinet directement. Donc la première fois, ils viennent, c'est une formalité, en fait, pour faire connaissance et voir aussi comment ça se passe pour les jeunes. Et puis, si les jeunes souhaitent continuer, on peut faire un suivi psychologique. Voilà. Dylan, je l'ai vu juste quelques fois, mais oui, ça lui a permis de se décharger, on va dire, de ce qui était très compliqué, de ce qui ne peut peut-être pas parler avec d'autres membres de l'équipe. Il sait très bien que ça reste un secret. Donc, je pense que ça lui a permis de faire confiance et de pouvoir avancer. J'ai déjà bousillé des murs, j'ai déjà cassé des trucs, mais ça a toujours été tout seul. Il n'y a jamais eu personne pour y assister parce que c'est pas des moments où j'aimerais que les gens me voient. C'est pas des moments où on est censé voir une personne en fait. C'est des moments qui sont assez effrayants, assez choquants. Des fois, je frappais dans mon sac de frappe jusqu'à m'en saigner les doigts. Et sur le coup des nerfs, on capte pas sur le moment qu'on saigne. Et après, on se dit, faut pas que je montre ça aux autres. Dylan, je pense qu'il a acquis beaucoup d'autonomie, mine de rien. Enfin, après l'urgence, la rue, il y a beaucoup de points négatifs. C'est terrible de se retrouver à la rue à cet âge-là. Par contre, je pense que c'est une épreuve qu'il a su transformer en force. C'est vrai qu'ils ont toujours été là, à se poser la question de quand ça allait pas, quand ça allait pas, pourquoi, quand ça allait, qu'est-ce qui se passait de si beau dans ma vie. Donc, elle a un peu suivi ma rencontre avec Mehdi, mon copain. Et elle voulait, quand je lui ai dit que j'étais avec, elle voulait absolument le voir. C'était enfin quelque chose de beau. Moi, je serais vraiment, vraiment bien quand Dylan aura construit sa propre vie et quelque part, entre guillemets, n'aura plus besoin du refuge. Parce que, qu'il viendra simplement pour nous faire un petit coucou de temps en temps. Et puis même s'il ne revient pas, c'est pas grave. S'il est heureux, c'est le plus important. Pour accompagner ces jeunes, le refuge compte 13 salariés, dont 7 travailleurs sociaux comme Céline et Jean-Baptiste. Le financement est assuré à 70% par votre générosité. Pour les accompagner, pour les aider à rebondir, le refuge a besoin de vous partout en France. Faites un don au refuge. On a tous besoin de vous.